Les solutions alternatives aujourd'hui, les solutions durables notamment, qui viennent pallier au plastique à usage unique, il y en a très peu. Même si le client finalement restait plusieurs nuits, tous les produits étaient automatiquement changés. On essaye toujours d'allier pérennité et durabilité. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Des océans à l'hôtellerie sans plastique à usage unique, du marketing à l'entrepreneuriat. Mon invité du jour a mis ses valeurs dans ses projets. Je suis ravi d'embarquer pour un nouveau voyage. Bonjour, Marine Pesco. Bonjour Maxime. Marine, j'ai un peu du mal à te suivre. La dernière fois qu'on a échangé, quand j'ai découvert ton travail pour la première fois, c'était lorsque je réalisais le calendrier du tourisme optimiste, il y a presque 2 ans. Et on avait alors mis ton travail en valeur sur Best Western Opéra Liège avec Racing for the Oceans. Aujourd'hui, je te retrouve sur un salon alors que tu t'apprêtes à lancer Ecolux. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Alors c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a 2 ans Maxime et j'étais sur ce projet Racing for the Oceans que je vais détailler d'ailleurs peut-être, en amont de cette Avec plaisir. discussion. Mais c'est vrai que le projet Racing for the Oceans donc est né en 2018 et c'est un projet un peu fou puisque on l'a monté, sans savoir que ça allait être un projet d'entreprise et c'était plutôt un projet de sponsoring. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais fait une rencontre avec Benoît et Benoît préparait un projet de traversée de l'Atlantique en solitaire. Il avait des fonds à aller chercher justement pour financer cette course et lui était du monde de l'hôtellerie, puisque le monde de l'hôtellerie à la base n'était pas du tout mon secteur. Je venais plutôt du secteur du e-commerce et de la transformation digitale pour les grands groupes. Ouais. Et quand je rencontre Benoît, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on va chercher Best Western, que lui connaissait bien les équipes de certains hôtels à Paris. Et on a été voir Best Western en leur disant qu'on voulait sensibiliser justement, parce que c'est une course à la voile, donc sans pollution, sans énergie fossile. Et c'est une traversée sur laquelle on voulait sensibiliser justement les entreprises et les téléspectateurs et les spectateurs de cette course à justement la cause du plastique dans les océans et le fait qu'il fallait vraiment agir aujourd'hui pour éviter que le plastique se retrouve dans cet écosystème qui est quand même un écosystème hyper important pour la survie de notre espèce. Et en fait, Best Western nous a dit que le projet était canon, mais qu'à l'époque, ce projet-là, eux, n'envisageaient aucune démarche contre le plastique à usage unique dans leurs hôtels et qu'il fallait donc lancer un accompagnement pour les aider à justement supprimer ce plastique à usage unique. Globalement, le projet Racing for the Oceans, tu le connais puisqu'on en a effectivement pas mal parlé. Et en fait, cette transformation avec l'hôtel Opéra Liège, dont on va parler effectivement après ultérieurement ensemble plus en détail, mais ce projet de l'hôtel Opéra Liège a mené vers un constat majeur, c'est que les solutions alternatives aujourd'hui, les solutions durables notamment, qui viennent pallier au plastique à usage unique, il y en a très peu, voire il y en a pas. Ouais. Elles sont très peu référencées. Sur les plateformes d'achat existantes aujourd'hui, donc tu vois, nous on appartenait avec l'hôtel Best Western à cette chaîne-là, donc on avait des centrales comme ProAchat qui étaient à notre disposition. Accor, par exemple, a une centrale d'achat qui s'appelle Astor. Hilton, tu vois, a sa centrale de procurement aussi. Mais aucun produit durable, en tout cas qui vient pallier au plastique à usage unique à l'époque, n'était référencé. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que quand tu trouves un produit durable, tu es déjà tellement content parce que ça t'a pris tellement de temps que tu le mets en place, mais tu ne sais pas si finalement c'est plus vertueux ou moins vertueux que ce que tu remplaces. Parce que des projets, tu vois, de remplacer du plastique par du bambou, du bois, du verre, du marbre, du carton, Ouais, ça peut aussi avoir un impact sur l'environnement. bien Et sûr. c'est vrai qu'en termes de label, on était un peu perdus. Et puis, notamment un sujet qui est clé aujourd'hui, l'empreinte carbone. On n'avait aucun suivi à l'époque et encore très peu maintenant de l'empreinte carbone. Et moi, je venais du monde du e-commerce, donc je connaissais bien, tout ce qui était lié à la logistique, au PMS, donc au système de gestion, mais aussi justement à toute cette simplicité à justement commander et mettre en relation acheteurs et fournisseurs via le système de marketplace. Et c'est vrai que du coup, le projet Racing for the Oceans donc a cartonné. On a sorti effectivement ce premier hôtel sans plastique de terre avec l'hôtel Opéra Liège à Paris.
Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, comme on l'a certainement tous subi de plein fouet, notamment cette crise économique à cause du covid et cette pandémie, qui est quand même, inédite, hein, dans ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, Complètement. a fait en sorte que, tu vois, avec les équipes Racing for the Oceans, on s'est aussi recentré sur l'essentiel et on s'est dit: «Si les hôtels demain ont à nouveau la possibilité de se transformer et souhaitent mettre du budget, ça va être dans des solutions concrètes». Et nous, on l'avait déjà vu dans notre accompagnement avec les hôtels, c'est que la première porte d'entrée, c'était justement, on veut remplacer le plastique, on veut effectivement faire cette transition durable. On est motivé pour le faire, mais on n'a pas de solution, ça nous prend trop de temps, on ne sait pas où chercher. Et sur nos plateformes sur lesquelles on a des contrats ou sur lesquels les tarifs sont déjà négociés, on n'a pas la possibilité de sortir de ces contrats-là. D'accord. Tu vois, par exemple, je prends des franchisés Accor, c'est très compliqué pour eux de sortir des contrats que la plateforme en fait et que le groupe a passé avec des fournisseurs. Et en fait, du coup, pour un détail, une capsule de café, ils passent des contrats avec Nespresso sur des années. Et en fait, quand tu es franchisé Accor, c'est très compliqué de changer les contrats et d'aller sur des solutions Ouais, c'est un alternatives. bon point. OK. Du coup, l'objectif, c'était vraiment d'amener une plateforme qui soit ouverte, gratuite, qui soit pas justement destinée à certains groupes et qui puisse venir justement référencer que des produits durables, idéalement sans plastique, mais encore une fois, parfois le plastique est potentiellement plus vertueux, je dis n'importe quoi, que du plastique végétal. Mmh. Plastique végétal, on sait que c'est pas non plus aujourd'hui la meilleure des solutions. Donc voilà, c'est une plateforme qui de manière, tu vois, la partie, je dis souvent ça, émergée de l'iceberg, ça va être vraiment cette mise en relation, entre acheteurs et fournisseurs du secteur, donc CHR, café, hôtel, restaurant. Et effectivement, la partie immergée, c'est qu'on va essayer de venir casser et fluidifier l'ensemble des points de friction qui se trouvent aujourd'hui sur les processus d'achat et du procurement pour les acteurs des cafés, hôtels, restaurants. Et donc, tu vois, c'est en fait cette crise, de la pandémie du covid qui a transformé un petit peu mon projet de Racing for the Oceans, qui existe toujours, qui est toujours actif et qui reprend d'ailleurs, du service, depuis 2021 avec des gros groupes hôteliers qui ont justement envie de se transformer de manière plus durable. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que du coup, je reste effectivement actionnaire majoritaire, en tout cas au board de Racing for the Oceans, mais je suis aujourd'hui effectivement très concentrée sur la sortie de cette plateforme qui est sortie, en fait, il y a quelques jours et donc on commence à mettre des fournisseurs dessus. Voilà finalement Tu veux nous l'aventure. teaser un petit peu l'ouverture? Peut-être que quand l'épisode sera sorti, la plateforme sera déjà en ligne, tu veux nous raconter un peu, enfin, je comprends le pain point auquel vous avez voulu répondre, mais concrètement, ça va ressembler à quoi? Et ça s'adresse à qui? C'est l'hôtelier ou le restaurateur? Il veut acheter des produits, éco-certifiés, bio ou autres, et il peut aller sur ta plateforme et il voit quoi? Une grille avec une notation? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors aujourd'hui, ça fonctionne de la manière suivante, c'est que tu vas arriver comme un petit peu tu arrives sur le Amazon de produits durables réservés au B2B. Il faut vraiment imaginer une plateforme qui va être classée par secteur d'activité, donc hôtel, restaurant, café et autres pour l'instant. Et en fait, par rapport à cette plateforme, tu vas aujourd'hui chercher un type de produit, je dis n'importe quoi, par exemple des cosmétiques solides ou encore des capsules compostables ou encore, des contenants en verre, recyclés, recyclables et tu vas justement taper ton produit et nous, par défaut, on va monter un algorithme de recommandation qui va te permettre déjà de te proposer les produits qui sont les plus locaux, en tout cas les plus proches de ton établissement. D'accord. Puisque quand tu es un hôtel ou un café ou un restaurant, tu t'inscris, donc tu es obligé de renseigner quand même quelques infos obligatoires comme, ton numéro de sirène ou ton numéro de TVA intracommunautaire quand tu crées ton compte. L'onboarding se fait très facilement, je pense qu'en 2 minutes, c'est fait et puis donc tu accèdes à cette plateforme et tu peux d'ores et déjà mettre tes produits dans ton panier, passer tes commandes et ça effectivement, c'est déjà disponible. On a encore très peu de fournisseurs à l'heure où je te parle, mais d'ici quelques semaines, je vais être, ravie de t'annoncer qu'on aura effectivement déjà des belles références, Mmh. dont d'ailleurs, en avant-première pour ce podcast, j'annonce que l'Occitane en Provence est inscrite donc, hier pour toute sa gamme de Waouh! cosmétiques solides et on est ravis de voir leur gamme se développer justement sur notre plateforme d'ici les prochaines semaines. Ah, c'est superbe. Donc, c'est-à-dire que eux, ils sont déjà vendeurs, ils ont déjà leur plateforme, mais ils sont référencés auprès de toi. Tu mets quand même un commentaire de ta propre partie, ou est-ce que vous n'êtes pas, juge, à ce niveau-là? Et par contre, vous revendez les produits, c'est-à-dire que le client, il a le choix entre l'Occitane et n'importe quel autre fournisseur, et vous les présentez de manière, je sais pas, équitable? C'est ça que j'aimerais bien comprendre. Tout à fait. Aujourd'hui, on va plutôt aller pousser les produits qui sont le plus local enfin, le plus proche possible de l'établissement qui va faire sa recherche, puisque la vraie charte éthique de notre plateforme
vise à justement offrir un sourcing local à échelle globale. C'est vraiment la vision d'Ecolux, Mmh. c'est de proposer justement un service qui va géolocaliser les produits et fournisseurs sur une carte, ce qui n'existe pas aujourd'hui sur les plateformes d'achat en C'est B2B. fou ça. Mmh. Ouais, c'est incroyable que ça n'existe pas. Ouais. Et en fait, nous derrière, si tu veux, c'est l'objectif de cette année, c'est de venir connecter aussi, une mesure de l'empreinte carbone à chaque achat. L'Occitane sera mise au même niveau que n'importe qui souhaite, par exemple acheter, un shampoing solide pour sa chambre D'accord, ouais. d'hôtel. L'Occitane va être, mise alors je dis n'importe quoi, par exemple, quelqu'un qui va être localisé dans le Bordelais, on va plutôt lui pousser, si on a des fournisseurs en local, les fournisseurs qui sont le plus proches de chez lui. Maintenant, l'Occitane qui est située effectivement entre la Suisse et le sud de la France, si jamais on a un hôtel ou un établissement qui est, je dis n'importe quoi, situé à Marseille, on va peut-être potentiellement lui recommander en premier un produit comme l'Occitane qui a ses entrepôts qui sont situés plus proches de chez lui. Et ça, c'est par un algorithme de recommandation qui va globalement être appliqué sur le même modèle que l'algorithme de recommandation d'Amazon. Tu sais, quand on a aujourd'hui, ses clients ont aussi acheté ou, vous avez récemment vu tel et tel produit, voilà Ouais, ce qu'on ouais. vous propose. Bah, nous, ça va être juste basé sur effectivement l'empreinte carbone, le local et ta recherche produit. Ouais, c'est génial. C'est quoi le, plus gros challenge pour toi avec cette entreprise? Est-ce que c'est d'aller chercher les fournisseurs et de les référencer, de les faire rentrer là-dedans? Et aussi, je serais intéressé de savoir comment est-ce que enfin, quel est un peu le système de rémunération? Est-ce que c'est d'aller chercher les clients potentiels qui vont être intéressés par la plateforme? Ou peut-être une toute autre problématique à laquelle j'ai pas pensé? Si, si, tu vois juste, hein, c'est, exactement ça. La grosse problématique aujourd'hui, enfin, j'ai envie de dire plutôt le challenge qui nous attend et qui est en fait celui auquel on fait face aujourd'hui, c'est vraiment la recherche de fournisseurs pour avoir un catalogue le plus exhaustif possible de produits. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne communique pas du tout aujourd'hui aux hôtels et cafés-restaurants qui sont donc nos clients et acheteurs potentiels de la plateforme, parce qu'on veut d'abord mettre en place un catalogue qui soit vraiment complet. Et quand on a un établissement qui viennent chez nous sur la plateforme Ecolux, donc EQO-LUX, qui viennent et en fait, le choix doit être large. Donc ça, c'est notre premier challenge et c'est celui auquel on doit répondre aujourd'hui de manière assez urgente. Et donc, tu t'imagines bien, c'est, une usine à gaz quant au sourcing, puisque quand on Ouais, dit sourcing local à échelle globale, aujourd'hui, ça sous-entend effectivement mailler tout le territoire français par région, par endroit, en fonction, tu vois, des différents établissements et des différents catalogues de fournisseurs auxquels on a accès et donc les mettre sur la plateforme. Aujourd'hui, ce qui est pas mal, par contre, tu vois, et je fais le lien avec la rémunération, c'est que nous, on a une offre qui est assez géniale, c'est qu'aujourd'hui, la plateforme est gratuite d'accès pour tous. Il y a pas de frais à l'entrée, il y a pas d'abonnement et aujourd'hui, on prend 10 de commission à chaque transaction. Aujourd'hui, ces 10 de commission, on les prend à chaque transaction auprès de nos 100 premiers fournisseurs qui s'onboarderont sur la plateforme. Les suivants auront 15 de commission. super, OK, d'accord. Et tu vois, on va certainement monter des abonnements mensuels, mais qui seront évolutifs. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je me suis souvent posé la question justement de simplifier et de fluidifier cette relation entre acheteurs et fournisseurs. On mettra des abonnements en place lorsqu'on aura créé des API qui vont à la fois se permettre de se connecter au PMS, donc au système de gestion des établissements, qui en fait rendra possible la Quand tu dis commande. PMS, c'est vrai que pardon, moi je pense à tout de suite au front aux équipes de, enfin des gestion hôtelière, mais là on parle vraiment d'un PMS plutôt achat. Exactement, Ouais. tout à fait. D'un PMS plutôt achat, mais aussi d'un PMS si demain on peut s'intégrer effectivement sur les PMS dans lesquels tu peux acheter tes produits directement dans les établissements, ça c'est pas mal. Et en fait après de se connecter de l'autre côté avec nos fournisseurs au WMS qui en fait est un peu le Mmh. pan du PMS mais côté logistique et stock D'accord. et qui va permettre si tu veux de venir lisser justement ces points de friction et en gros Ecolux finalement restera une vitrine, mais chacun pourra effectivement agir sur Ecolux mais de part enfin sur ces plateformes à lui qui sont d'ores et déjà existantes. Et ça, tu vois, ça sera potentiellement un abonnement parce qu'on viendra rajouter des briques technologiques en plus qui, en fait, demanderont un petit peu de dev et d'investissement et donc on demandera à nos clients effectivement peut-être de payer un abonnement mensuel en fonction de leur maturité, de leur chiffre d'affaires généré et de leurs différentes fonctionnalités qu'ils souhaitent mettre en place. Et ça, tu vois, c'est un truc qu'on va mettre en place plutôt en 2023. C'est génial. Je trouve ça hyper intéressant parce que on a la chance de faire cet épisode de moment en plus, un peu charnière de la création d'Ecolux où tu es tout juste en train de le développer. C'est un moment pivot de Racing for the Oceans, donc on peut un peu comparer aussi, les 2 boîtes. Et c'est quoi les perspectives d'avenir pour toi Ecolux? Comment est-ce que tu vois la plateforme grandir? Alors globalement, c'est vrai que moi je prends toujours un peu ce parallèle-là. Alors, en France, c'est très mal vu, mais à l'étranger, c'est plutôt, assez, positif. C'est vraiment, faut imaginer
le Amazon Green de demain. Moi, c'est un Mmh. peu ambitieux comme projet, mais j'ai vraiment envie que cette plateforme, aujourd'hui, elle s'appuie sur ce que font les gros du marché, mais qu'elle transforme ça en un monde, si tu veux, beaucoup plus bénéfique, que ça soit en termes d'économie, mais en termes d'environnement, évidemment, puisque ce sont quand même des valeurs que je porte Bien sûr. depuis, pas mal d'années, presque depuis toujours. Et du coup, justement, cette plateforme, elle a vocation, moi, quand je dis vraiment j'ai envie de venir disrupter l'économie actuelle pour le B2B, hein, parce que je reste en B2B et je ne ferai pas de B2C, mais ou peut-être si tu veux dans un temps 2, mais c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment devenir la plateforme de référence de produits durables pour l'intégralité des secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, on s'attaque au CHR, puisque aussi avec Racing for the Oceans, c'est un, tu vois, c'est un bras armé parfait Complètement, et oui. pour l'aspect conseil de Racing for the Oceans qui vraiment amène finalement la brique client et la brique conseil, la brique accompagnement. Et c'est quand les gens ont envie de se faire accompagner dans cette transition qui est vraiment qui comporte aussi des points très lourds, hein, de changement, et cetera. Ça demande des équipes sur place, donc ça, c'est ce qu'on fait avec Racing for the Oceans. C'est vraiment de prendre par la main les gens et de les accompagner et d'être vraiment avec eux sur place dans ce changement-là. Et en fait, ce qui est génial, c'est quand ils veulent aussi des solutions très concrètes à activer tout de suite pour mettre dans leurs hôtels ou dans leurs cafés ou dans leurs restaurants, il y a Ecolux qui est un peu leur, supermarché, quoi. Ah, c'est génial. Je trouve le concept en effet, très novateur, et à la fois, c'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, j'étais choqué que finalement on n'ait pas pensé à faire quelque chose, une telle plateforme, et je reviens quand même là-dessus. Est-ce que c'est déjà envisagé ou peut-être en place, d'avoir, je sais pas, une notation par rapport à l'impact carbone de chaque produit? Je disais EcoScore, mais ça peut être une toute autre grille aussi, pour que finalement un utilisateur moins sensibilisé puisse se retrouver, il a juste l'envie de faire la démarche, mais il y connaît absolument rien et il peut se laisser guider par, la plateforme Ecolux. Alors tout à fait, tu fais bien de dire ça parce qu'en fait, ce qui est hyper important, c'est que nous, on va, alors je sais pas, tu vois, si ça existe. Dans l'objectif, moi, je voulais connecter une entreprise qui est spécialiste et spécialisée sur justement sur cette empreinte carbone et la mesure de cette empreinte carbone. Ouais. Parce que nous, on a envie justement de mettre une espèce de mesure ou en tout cas de score ou de poids carbone ou de l'empreinte à chaque panier. Donc c'est-à-dire qu'on pourra dire au client, tu vois, de mettre en fait une empreinte verte, orange ou rouge en fonction de tous les produits qu'il a mis dans son panier et de lui dire, bah, tu vois, au moment de son panier, avant qu'il achète, il y aura un petit bouton qui dira, tu vois, de réduire son empreinte carbone. Et Mmh. quand il cliquera dessus, on mettra des produits qui sont potentiellement donc qui correspondent effectivement à son Ouais. achat, donc des gammes similaires, des produits similaires, mais qui à un moment auront soit effectivement seront plus proches de chez lui, ou alors auront une manière d'être livrés qui sera moins polluante, et cetera, et cetera. Et en fait, via le fonctionnement d'Ecolux va comprendre effectivement de base des conditions générales d'utilisation et de vente, mais surtout une charte éthique. Et cette charte éthique, finalement, elle va nous amener, et de plus en plus de gens m'en parlent, de monter justement ce qu'ils appellent une espèce de label Ecolux. C'est-à-dire Ouais, que, ouais. en fait, quand les clients vont venir acheter chez nous, ils savent de toute façon, dans tous les cas, qu'on répond à une charte éthique et que nos fournisseurs répondent à une charte éthique. Et cette charte éthique, aujourd'hui, c'est du déclaratif. Donc, c'est-à-dire que quand les gens vont s'inscrire sur notre plateforme et mettre leurs produits en vente, ils vont déclarer justement se plier à cette charte éthique. Charte éthique d'ailleurs qui n'a pas vocation à mettre les gens dans des cases ou à empêcher certains fournisseurs de venir chez nous, mais par contre qui a vocation à les sensibiliser quant à la, si tu veux, leur vocation de changer leur processus de fabrication. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie aussi, tu vois, de mettre en place des équipes qualité qui vont pas aller forcément contrôler les fournisseurs, qui vont plutôt aller les chercher et les faire évoluer pour faire en sorte que, tu vois, ils arrivent à produire quelque chose de plus vertueux. Je dis n'importe quoi, mais enfin non, d'ailleurs, c'est un exemple très concret. Les cartes de chambre en bois avec la puce RFID à l'intérieur. Ouais. Aujourd'hui, il y a des acteurs en Europe qui le font, mais finalement, quand tu remontes un peu la chaîne, tu te rends compte qu'il n'y a que un pays qui fabrique les puces RFID aujourd'hui, c'est la Chine. Et en fait, il n'y a nulle part au monde où sont fabriquées les puces RFID. Et là, il y a quelques jours de ça, j'ai rencontré un entrepreneur qui monte une marketplace, bon, rien à voir, du reconditionné. Il s'attaque un peu à back market et il veut faire du reconditionné 100% français. D'accord. Et en gros, il m'a raconté qu'il avait trouvé un fabricant de puces RFID en France. Et tu vois, ça, c'est typiquement le genre de personne que j'ai envie d'aller voir en lui disant, tu sais fabriquer des puces RFID, mais tu ne sais pas fabriquer des cartes de chambre magnétiques pour les hôtels en bois. Est-ce qu'on n'évoluerait pas ensemble? Je te présente la plateforme Ecolux, je te mets dessus, parce qu'en fait, je vais t'amener un marché qui va te permettre de changer ton mode de production et d'aller sur un nouveau produit qui va te rapporter aussi, tu vois, un certain chiffre d'affaires. Écoute, s'il y a des auditeurs,
qui connaissent ces marchés-là, ces fournisseurs qui n'hésitent pas à te contacter. Je mettrai toutes les références, dans le podcast, mais c'est une très bonne idée en tout cas, génial. Ces mêmes, cartes-là en bois, je les ai vues justement au Best Western, Opéra Liège, hein, c'est ça, vous les aviez mises en place? Tout à fait. Et en fait, je me rends compte qu'il y a aussi pas mal d'hôtels maintenant dans le monde, hein, qui passent à ces clés en bois. Et en plus, c'est un bel objet. C'est un vrai, objet de logothée qui peut être souvenir, qui a un côté émotionnel, beaucoup plus que, ces cartes plastiques, qui se ressemblent un peu toutes, on peut faire quelque chose d'assez sympa. Même si j'imagine qu'il y a quand même un coût de production qui doit être, beaucoup plus élevé. Bah ouais, mais tu vois, en fait, pas du tout. C'est ça qui est hallucinant. C'est vrai? Ouais, je te jure, c'est que nous, on a réussi à faire des cartes en bois gravées moins à 7 centimes moins cher que des cartes en plastique non logotées, non gravées. Dingue. Ouais, c'est fou. Et puis c'est fou aussi comme on est biaisé, on s'imagine tout de suite enfin moi, bois, a priori, je pense, tout de suite plus cher parce que plus qualitatif que plastique et autres, mais c'est intéressant comme point. Et pour faire la transition avec l'hôtel Best Western Opéra Liège, parce que c'est vrai que quand, vous avez sorti ce projet, il y a eu beaucoup de communication autour de ça. Pour moi, c'était un peu le premier hôtel, en tout cas en France, qui passe au zéro plastique à usage unique. Donc je comprends bien le côté cartographié qui devait être un peu plus compliqué. C'est quoi, peut-être le ou les objets les plus difficiles à déplastifier, si on peut le dire comme ça? Ah, alors il y en a plein. J'ai envie de dire q alors les deux sujets qui ont été les plus problématiques justement dans les objets, en plastique à usage unique, ça a été le bonnet de douche OK. qui pour moi n'existait plus, dans les produits Ouais, d'accueil en hôtellerie et si, il ça y en a existe et oui, encore oui, oui. et il y en a encore et le sac poubelle. Ça globalement et notamment aujourd'hui, je ne t'en parle même pas avec les normes sanitaires qui ont été imposées, ce sont des objets qui, sont très compliqués à remplacer. Le sac plastique, ne serait-ce que dans la poubelle de chambre, mais aussi en cuisine, Bien dans sûr. la restauration, dans le bar et cetera. Aujourd'hui, on a des industriels du plastique qui se posent justement sur cette question avec des plastiques 100 compostables, avec des sacs poubelles 100 compostables. On se rend compte par contre, quand on discute par exemple avec les équipes gouvernance, que le sac plastique qui est sur le rack, des femmes de chambre, bah, s'il est en plastique végétal, il tient pas le poids et se fissure et se déchire et en fait, c'est pratiquement impossible aujourd'hui. On n'a pas trouvé encore de, tu vois, d'alternative, en tout cas viable, pour justement éviter que ce gros sac plastique soit mis en place. Par contre, ce qui était pas mal, c'est qu'on avait effectivement des sacs poubelles très robustes en plastique. On a essayé de mettre aussi des choses en place en tissu et c'est pour ça aussi que tu vois, on a changé pas mal de choses. C'est-à-dire que les cosmétiques, on est passé au solide, qui étaient du coup directement récupérés dans l'hôtel et recyclés, par des associations qui ensuite redonnent ces cosmétiques aux plus démunis, en les retransformant. Donc ça, c'est pas mal parce qu'on est pratiquement en économie circulaire. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aller sur des sacs poubelles qui sont soit en carton, soit en papier, par exemple pour la salle de bain, ce qui là, en fait, reste viable, et supprime le plastique. Le bonnet de douche, très compliqué. Alors aujourd'hui, on a des bonnets de douche en plastique végétal, en amidon de maïs et cetera, mais il y a toujours un tout petit pourcentage de plastique pour pallier justement à l'humidité Et oui, oui. et ça fait partie de ces amenities qu'on a choisi, nous, avec Best Western, de supprimer des normes, en fait, de la chambre de l'hôtel. Parce qu'en plus, Maintenant c'est pas obligatoire, hein, d'avoir le bonnet de douche. C'est vrai que c'est un service, c'est une amenities qu'on met en place, mais c'est pas du tout, à ma connaissance, dans les amenities obligatoires à mettre dans une chambre. exactement et tu vois, c'est le choix qu'on a fait. On s'est dit: «On va donner moins, mais on va changer l'expérience client». C'est-à-dire qu'on va rester donc on va prendre le parti pris d'aller sur du solide, ce qui est un vrai parti pris. Mais par contre, en termes de produits d'accueil, on va en mettre beaucoup moins. Tu vois, à l'époque, il y avait un kit de couture, un kit de rasage, un kit de manucure, un gant pour les chaussures et cetera et cetera. Je te passe l'exhaustivité de la liste et en fait, on a choisi de se dire: «On va mettre moins de produits en chambre», puisqu'en fait, on a fait aussi un audit, hein, pour savoir quels produits étaient les plus utilisés en chambre et en fait, ce qui était assez terrible, c'est qu'on se rendait compte que dans tous les hôtels, même si le client finalement, restait plusieurs nuits, tous les produits étaient automatiquement changés. Ça, c'est fou, hein. C'est incroyable et en fait, on s'est dit: «Bon, bah, s'il y a effectivement tous ces produits d'accueil et ces amenities qui sont mis en place, est-ce qu'il y en a certains qui sont ouverts?» parce que ça, pour le coup, on peut le voir avec chaque emballage plastique, tu vois, par coton-tige ou par lime à ongles, on peut voir si effectivement le client s'en est servi et avec l'Opéra Liège, on a fait un constat, c'est que les produits d'accueil et les amenities sont peu, voire pas utilisés et ce qui nous a permis de nous dire: «OK, on va changer le service». C'est-à-dire qu'on va rester avec une chambre,
assez haut de gamme, assez premium parce qu'on était quand même sur du 4 étoiles, qu'il fallait quand même un peu d'amenities et de produits d'accueil en place. Mais par contre, en mettant moins de produits, mais des produits beaucoup plus qualitatifs, on va aussi créer une expérience client en pré-séjour, une fois qu'il est sur place et en post-séjour, qui vont D'accord. aussi le pousser à lui dire à créer en fait justement tout ce process de dire: «Bah, aujourd'hui, on a mis ça et ça en place, vous ne trouverez plus telle et telle amenities. Par contre, n'hésitez pas à contacter la réception, on pourra vous en monter». Et proposer une sélection, sur mesure en fonction des Exactement, besoins du client. exactement, D'accord. Solution qui était proposée gratuitement, c'est-à-dire les amenities restent gratuites? tout à fait. D'accord. Ouais, c'est hyper intéressant. Je te pose pas la question, de savoir si luxe et développement durable sont, selon toi, compatibles. Je pense que tu es clairement en train de nous le démontrer, mais c'est un sujet que moi j'aime beaucoup aborder. En revanche, j'aimerais bien comprendre la vision un peu du développement durable, enfin de la RSE même plus largement, qu'ont les entreprises hôtelières avec lesquelles tu travailles. Est-ce que c'est eux qui te contactent parce qu'ils ont une vraie motivation de limiter leur impact? Est-ce qu'ils ressentent l'urgence climatique? Comment est-ce qu'ils voient le futur du tourisme? Voilà un peu toutes ces questions, mélangées là-dedans. Alors c'est une très bonne question. Par rapport à ça, moi j'ai plusieurs réponses. Alors la première, moi aujourd'hui je ne prospecte pas auprès de clients potentiels sur justement, le développement durable. En général, comme tu le disais, après la campagne de presse qu'on a faite, après la sortie de l'Opéra Liège, on a eu pas mal de clients qui sont venus à nous et qui ont justement eu envie de changer. Le covid a évidemment mis un gros ralentissement à tout ça, mais 2022, très bonne nouvelle, ça repart et ça repart de plus belle. Les gens, je pense, ont pris aussi, alors quand je dis les gens, je dis effectivement le secteur hôtelier, hein. Les hôteliers, mais même les cafés-restaurants. Là, tu vois, on a des clients qui arrivent qui sont, des clients de la restauration et du secteur du café. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce tu vois, ce en fait, ce shift qui s'opère Ouais. sur des industries qui sont aussi, très polluantes, sur du plastique à usage unique. Je pense notamment, tu vois, au bord de tasse, qui est un vrai sujet aussi, du sachet, plastique à usage unique, monodose. En gros, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a eu que la pandémie justement, elle a accéléré justement cette volonté de bouger. On se rend compte aussi, nous, on est très aidés par, les lois, hein, en général, on voit bien qu'aussi des gros acteurs là, je viens de lire un article juste hier sur Coca-Cola, ça y est, qui en fait, ne fait que de la consigne maintenant pour, D'accord. le CHR. Donc ça y est, ils ont annoncé justement, toute leur chaîne de production qui changeait avec justement la possibilité de laver leurs bouteilles en verre. Ils vont aller que sur du 25 centilitres et cetera et cetera. Donc, tu vois, gros changement aussi de leur côté. On a Burger King qui a annoncé là sur la vente à emporter qu'ils allaient faire justement des consignes dans leur packaging réutilisables que tu peux rapporter. Donc tu vois, tout est en train de bouger Oui. et le secteur hôtelier évidemment, moi je suis toujours un petit peu, tu sais, l'étude de Booking tous les ans qui sort justement, qui est un peu son rapport sur la durabilité et sur les tendances de l'hôtellerie avec, tu vois, je crois que c'est plus de 1 700, clients ou qui sont interrogés et dans plus de 150 pays et en fait, on a quand même une tendance qui a pris 10 points par rapport à l'année dernière, qui a encore augmenté et qui ne fait qu'augmenter ces 10 dernières années. C'est justement cette volonté des voyageurs et c'est toujours de là que ça part, hein. Enfin, finalement, tu Complètement. sais, on est aussi, prescripteurs du changement qu'on a envie de voir et c'est vrai que là, on est à 71 des voyageurs dans le monde qui souhaitent, voyager durablement et ça, c'est vraiment dû à cette, post-crise Ouais, ouais, sanitaire ouais. et donc si tu veux, les gens se sont recentrés sur des expériences plus locales, sur des expériences justement plus durables et en gros, moi, aujourd'hui, les clients que j'ai alors, on est plutôt sur des groupes hôteliers, on est plutôt aussi alors quand c'est pas des groupes hôteliers, donc des gros groupes qui effectivement mettent en place d'ailleurs très récemment, hein, moi j'ai un gros groupe qui m'a contacté pour ne pas le citer, qui, il y a quelques années, ont justement mis en place là très récemment un pôle RSE. C'est un groupe qui est vraiment, dans le top 5 mondial. Mmh. Ils viennent de développer en France, si tu veux, un pôle RSE. Donc ça, c'est aussi parce qu'ils savent qu'à un moment, il va falloir soit devenir pionnier, soit ça va coûter extrêmement cher et quand je dis extrêmement cher, c'est pas la transition en tant que telle, c'est qu'en termes de clients qui vont arriver dans les hôtels, si demain un hôtel propose encore une bouteille en plastique et je dis un hôtel, mais tu vois, j'ai la semaine prochaine, j'ai été conviée à l'AG de l'UMI, donc tu vois, qui est un petit peu la Le confédération des syndicat. acteurs de l'hôtellerie exactement, de l'hospitalité en France et eux aussi sont sur des sujets justement de transformation et là, on va toucher, les stations de ski, l'hôtellerie en plein air, enfin, tu vois, ça va aller toucher C'est beaucoup plus de amusant. secteurs d'activité. C'est drôle aussi parce que ça complète pas mal ce qu'on a dit dans un dernier épisode, avec Isabelle Frochot. On parlait des tendances, marketing du tourisme et notamment, du tourisme de montagne et autres
et elle était vraiment, enfin, elle mettait en valeur énormément ce local, et cetera, et c'est intéressant de voir toi, ton approche, on peut dire produit, et terrain, qui vient assez bien compléter, et de voir aussi que, bah, tu fais un constat, finalement similaire. Bah, tout à fait et puis c'est vrai qu'on se rend compte aussi que tu gagnes finalement, c'est ce qu'on dit nous, on essaye toujours d'allier pérennité et durabilité, donc pérennité financière et durabilité pour l'environnement, mais Ouais. aussi pour l'établissement. C'est-à-dire qu'on va jamais aller sur une transformation qui coûte trop à l'hôtel. On va surtout essayer d'aller chercher, tu vois, un équilibre entre une transformation qui effectivement peut coûter à un instant T plus cher que ce qu'on faisait avant, mais qui en fait l'objectif est dans l'année 2 ou dans un temps 2 de transformation, d'essayer d'optimiser et en fait de gagner de l'argent par rapport à ce qu'on faisait avant. Et tu vois, tout ça dans un souci aussi de toujours essayer d'avoir une expérience client qui soit en plus de ça, plus premium que ce qu'elle était auparavant. Tu vois, avec Mmh. des produits, plus locaux, avec vraiment une volonté de s'ancrer dans le local, avec des produits frais, avec, des cosmétiques, basés à base d'ingrédients naturels. Enfin, tu vois, on va essayer de chercher tout ça. Un exemple aussi très concret, c'est les bouteilles d'eau, hein. Les bouteilles d'eau, quand tu changes d'un parc de bouteilles en plastique que tu recommandes tous les mois ou tous les trimestres, qui représentent des millions et des milliards Ouais, même c'est sûr, de ouais. déchets plastiques, quand tu vas sur un parc de bouteilles en verre et sur des fontaines, bah oui, c'est un abonnement, ça coûte plus cher à l'instant T. Par contre, ce qui est hyper important, c'est que, bah, l'année 2, une fois que tu as fait tous ces investissements-là, bah, ça te coûte zéro, quoi. Et on arrive à faire de l'eau, enfin, je pense à des marques comme Castalli et autres, on arrive à faire du Tout à tellement fait. qualitatif, c'est juste fou. À la fois, je trouve ça génial et rassurant que tu fasses ce constat, qu'il y ait de l'évolution, et qu'on avance. Je trouve presque dommage, mais bon, ce serait naïf, de penser le contraire, que ça vienne de la demande du consommateur et pas de l'hôtelier qui se dise lui-même: «Peut-être que j'ai envie d'avoir un impact positif», mais finalement, l'important, c'est qu'il mette les choses en place, j'ai envie de dire, il est temps, parce que je pense que là où il y a quelques années, on pouvait encore avoir des doutes, se poser la question de si c'était urgent ou pas. Maintenant, il y a plus de doute. On a tous les rapports qui nous indiquent que c'est, urgentissime, non, je trouve ça, ouais, rassurant que toi, tu constates ça sur le terrain. Hem, Ce serait quoi aujourd'hui le frein de tes clients hôteliers à mettre en place ces démarches-là? Bah, les coûts humains et financiers. Je pense qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les 2. Tu vois, ce sont les 2 points de friction majeurs que j'ai Ouais. quand je même quand des clients viennent me voir, hein, parce Mmh. qu'on a des hôtels aussi qui souhaitent vraiment effectuer cette transition, durable et sans plastique. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont aussi un cliché, et un a priori sur cette transformation. Ouais, Ils ont tendance toujours à se dire: «Oh là là, des produits, durables et en bois ou et cetera, ça va nous coûter trop, trop cher». ouais. Et en fait, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on avait eu le cas avec l'Opéra Liège où en fait, oui, ça a coûté, tu vois, je pense qu'en termes de grille, tu vois, pourcentage d'augmentation sur ce qu'on a dépensé, je pense qu'on était en moyenne, notamment sur les produits d'accueil qu'on a remplacés, si tu veux, on était sur une augmentation entre 10 et 15 de plus que les produits qu'on avait à l'époque. Oui. Et donc c'est des produits qui sont effectivement 15 à 20 entre 10 et 20 plus chers. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir ce que ça a ramené ensuite en termes de business. Et en fait, ce qui était assez intéressant, c'est de voir que premièrement, alors oui, les produits étaient plus chers. Par contre, en termes de coûts, comme on était sur du solide, qui pouvaient effectivement donc remporter chez eux, on était sur des gammes solides qui étaient en plus sensiblement au même prix. Donc si tu veux, on avait des solides qui étaient donc moins chers parce que le grammage, si tu veux, on passait de produits en fait, en petites bouteilles de peut-être 40 ou 50 millilitres sur là du 20 grammes. Donc si tu veux, c'était quand même déjà beaucoup plus abordable et donc les prix étaient moins élevés. Bien sûr. Ensuite, par rapport à ça, on avait des amenities donc en bois, mais tu vois, comme je te disais, on a quand même supprimé aussi pas mal de produits d'accueil, donc on en commandait beaucoup moins que lorsqu'on en mettait dans chaque chambre et à chaque fois que, si tu veux, on les remettait en place à chaque nuitée. Là, on a arrêté de faire ça, donc on les a laissés à l'accueil et donc on a beaucoup moins de récurrence dans ces produits-là, donc beaucoup moins de dépenses et surtout ce qui s'est passé, c'est qui était assez magique d'ailleurs, c'est qu'au moment où on a communiqué justement sur cette transition zéro plastique, ce qui s'est passé, c'est que dans la semaine qui a suivi, l'Opéra Liège a eu pratiquement une dizaine de contrats pro, donc tu vois, d'entreprises qui ont signé avec l'hôtel sur du long terme pour leurs collaborateurs et leurs associés quand ils se D'accord. déplacent à Paris. Ah, super. Et en fait, tu vois, c'est marrant, mais ce sont des coûts, enfin, ce sont des gains en tout cas et des bénéfices auxquels on ne pense pas quand on fait cette transition.
et en fait, on se rend pas compte de ce que ça va déclencher derrière en termes d'apport business. Et c'est dur à mesurer de toute façon, c'est très dur à calculer. Puis en plus, on peut supposer que, le Best Western Opéra Liège, ils vont avoir cet avantage parce que finalement, c'était les premiers. Peut-être que le 100e ou le 200e à mettre la même chose en place, il aura moins cet impact, il bénéficiera moins de l'impact du 1er arrivé, si tu veux. Tout à fait, Mmh, et c'est toujours le cas, hein, mais c'est bien pour ça sûr. aussi qu'on cherche aussi à aller voir des gros groupes. Alors des groupes en tout cas, même si c'est, une dizaine, quinzaine, une vingtaine d'hôtels, en leur disant: «Vous pouvez être pionniers et vous avez la force de frappe de le faire et c'est par vous aussi que ça passe». Mais tu vois, Ouais, ça demande aussi de partager des vraies valeurs. Au-delà de valeurs business et de valeurs bénéfices, c'est aussi de partager des vraies valeurs de changement. complètement. Et justement, tu parles de valeurs et de changement. Comment est-ce que tu l'inspires, toi, ce changement? C'est une question un peu difficile, hein, mais, hem, à la fois à travers tes entreprises, même si je crois qu'on le comprend bien, et dans ta vie personnelle. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'on ne fait pas changer les gens en les forçant. On peut au mieux leur montrer la voie et les inspirer. Comment est-ce que toi, tu réalises ça? Parce que clairement, à travers, ce que tu nous décris et les entreprises que tes entreprises que je connais, c'est ce que tu fais. Comment est-ce que tu le fais? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, très difficile à très difficile à répondre, mais non, je pense qu'après alors tu sais, bon, on se connaît aussi un petit peu, on a échangé pas mal et je pense que les gens qui m'entourent sont et qui viennent me chercher, viennent aussi me chercher pour ça. Je suis quelqu'un qui est très disponible, très social, qui en fait et puis aussi très engagé. Donc Mmh. tu vois, je suis quelqu'un qui va définitivement en fait, tu vois, je dis toujours, je suis un très mauvais manager, mais je suis assez bon leader. C'est que, en général, j'ai une vision qui emmène un petit peu tout le monde, qui justement est là pour dynamiser. Puis je pense que ma personnalité y fait aussi. Tu vois, je dis Bien souvent, sûr. on me dit souvent que je suis une personnalité très tranchée, et c'est vrai que ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, dans le business, ça a plutôt tendance à passer dans le sens où je vais jamais, si tu veux, moi j'ai toujours des valeurs qui me sont propres, que sont l'honnêteté, le respect et la transparence. Et tout ça au service d'un business donc bienveillant et durable. Durable pour l'entreprise et durable aussi pour notre environnement et notre planète à plus grande échelle. Et en fait, si tu veux, je pense que c'est ça aussi, c'est la vision. Tu vois, moi, par exemple, je déteste faire des choses pour en discuter, tu vois, un exemple très concret avec l'Opéra Liège. On n'a absolument pas communiqué sur notre démarche et pourtant, tu vois, ça nous a pris 1 an de transformer l'hôtel et j'y étais pratiquement tous les jours avec les équipes sur place. Une fois que le changement était effectif et que j'étais sûre et certaine qu'il était pérenne sur le long terme, là, on a commencé à communiquer parce qu'on avait des choses concrètes à montrer, on avait des processus concrets à expliquer et on avait des chiffres à mettre en place de ce qu'on Ouais, avait fait. Et je pense que ça, tu vois, cette espèce de casquette où tu allies à la fois tes valeurs, tes ambitions, mais aussi tu mets des choses concrètes en face et tu es capable de justifier bien sûr. ta fin par des moyens et par justement des chiffres. En fait, quand tu parles à des entreprises, globalement, les gens te suivent. Mais c'est vrai que ça demande, moi je trouve que tu vois, je rencontre trop de gens en ce moment et parce que je suis dans un univers startup, et cetera. Je rencontre trop de gens qui, en fait, montent des projets, mais tu vois, on est un peu basé sur un truc où je trouve pas le projet super réfléchi ou en tout cas, je trouve que ça va pas assez loin ou que c'est pas très concret, tu vois? J'ai du mal à comprendre très concrètement ce que les gens font Ouais, je vois. et aujourd'hui, je me dis que les entreprises, elles ont aussi besoin de ça, tu vois? Le secteur des cafés, hôtels, restaurants, c'est un secteur qui reste encore aujourd'hui, notamment au niveau des achats, très archaïque. Ce sont souvent des gros groupes qui, ont du mal à se transformer, qui sont très longs, qui ont beaucoup de process, ne serait-ce au niveau hiérarchique et organisationnel. Aujourd'hui, comment j'arrive, tu vois, en étant électron libre un petit peu, à bouger les lignes? C'est aussi parce que je suis convaincue qu'il faut y aller, mais parce que je le fais pas en violence. C'est-à-dire qu'on vient me chercher et j'accompagne, mais je vais pas aller pousser quelqu'un qui n'a pas envie de se transformer à se transformer. Ouais, Je ne te dis pas que ça ne me frustre pas, je je suis d'accord. mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais, en fait, j'ai pas trop de différence entre mon perso et mon pro. C'est que j'essaye Ouais, d'incarner, qui je suis au quotidien et d'amener les et gens comme à tu me dis, suivre. c'est ça qui marche. Après ça passe ou ça casse, mais au moment où tu sais que quand ça passe bien et ça passe loin et longtemps, donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Tout à fait. Pour continuer un peu à parler de toi, mais cette fois plus, peut-être de ton passé, si tu pouvais, revenir en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Si tu pouvais parler à ton toi, par exemple, d'il y a 10, 20, 30 ans. Alors c'est très marrant comme question parce que souvent on pose la question à l'inverse, c'est qu'on essaie souvent de se parler Ouais, dans 10, 20 ou 30 ans. mais ça, c'est des projections, on imagine, alors que dans le passé, tu peux au moins prendre une vraie réalité et voir si tu la changerais.
Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question et ça tombe bien que tu me l'aies posée et que tu vois, j'y ai un peu réfléchi ces derniers temps et je me suis dit: «C'est une très, très bonne question» parce que est-ce que je changerais quelque chose et est-ce que j'aurais un discours différent à mon moi d'il y a 10, 20 ou 30 ans? Et je pense pas. En fait, je pense pas. Je pense que et pourtant, tu vois, j'ai un parcours, vraiment où je suis passée, d'un parcours scientifique à un parcours plutôt ensuite, sciences humaines et lettres, avec une licence en histoire et en sociologie. Et puis j'ai bifurqué après un stage à la Comédie Française en communication et en marketing. Et tu vois, aujourd'hui, je me retrouve à essayer d'accompagner la transition durable des entreprises, et notamment du secteur CHR. Et je monte une marketplace, de produits durables en essayant de devenir l'Amazon Green de demain. Complètement aucun lien entre toutes les mais tu vois, c'est très marrant, en fait et c'est assez flippant d'ailleurs, mais j'ai l'impression quand je fais un peu tu vois, le feedback un peu sur ma vie et sur ces 30 dernières années, je me dis: «Mais en fait, il y a pas eu une seule expérience qui ne m'a pas menée où j'en suis aujourd'hui». Bien sûr. Dans le sens où, tu vois, il y a ma mère me raconte souvent ça parce qu'elle est assez, hallucinée de là où j'en suis aujourd'hui, dans le sens où elle me disait: «Tu vois, quand tu avais 12-13 ans, tu es rentrée de l'école en larmes en me disant: «Mais maman, j'en ai marre, je suis sur les bancs de l'école et je fais rien pour sauver les dauphins». Donc tu vois, ça commençait déjà à cet âge-là et en fait, elle me dit c'est très marrant parce qu'à l'époque, je me souviens toujours de ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit: «Écoute ma chérie, fais tes études, prends le temps de construire des projets qui tiennent la route, fais-toi un peu les dents, sur la vie en général, comprends comment fonctionne, le monde dans lequel tu es, les sociétés et le business et ensuite tu verras au moment opportun, tu créeras ce qui te ressemble et ce qui sera en lien avec ces valeurs-là et peut-être qu'à ce moment-là, tu sauveras les dauphins», tu vois? Parfait. Et on arrive à Racing to the Oceans, 25 ans plus Exactement, tard. exactement et Incroyable. tu vois, on arrive à Racing for the Oceans, ouais, 20 ouais, c'est ça, 25 ans plus tard et je me dis: «Mais c'est hallucinant» parce qu'en fait et pourtant, tu vois, j'ai arrêté mes études, je suis partie à Londres et cetera, mais pareil, je suis partie à Londres à 19 ans, mais je suis revenue en parlant anglais couramment. Tu vois, ma licence d'histoire et de sociologie, passionnante aussi pour, aussi comprendre dans quel monde on vit, pourquoi on y est, quelles sont les erreurs qu'on commet et qu'on commet d'ailleurs de manière, très cyclique, ce qui est d'ailleurs assez parfois, tu vois, triste de se dire Mmh. qu'en fait, plus les On n'apprend siècles pas passent toujours. et finalement on n'évolue pas tant que ça. Mais justement, je pense que non, non, je j'ai pas grand chose à changer et j'aurais pas grand chose à dire de différent. Je trouve que j'ai une vie qui m'a menée là où j'en suis aujourd'hui et c'est vrai que, tu vois, j'ai toujours essayé d'être en lien avec mes valeurs. Il y a eu des moments où je perdais un peu plus confiance, où tu vois, il y a je pense encore, 5 ans en arrière, 5-6 ans en arrière, j'étais très carriériste. Tu vois, je me disais, tu vois, je me suis dit: «Allez, je vais aller» tu vois, j'avais une opportunité, après avoir travaillé en agence à Paris, dans la data, d'aller chez Amazon ou chez Uber, à New York Oui. et en fait, c'est marrant, mais j'ai eu un switch à ce moment-là, où je me suis dit: «Non, non, en fait, je veux plus du tout aller dans quelque chose de carriériste. Je veux vraiment aller dans un truc qui fait sens pour moi». C'est un vrai virage, que qu'on retrouve chez certains, enfin, entrepreneurs, que moi-même j'ai vécu et je trouve que c'est difficile, hein. Entre le moment de la prise de conscience et l'action, le virage, on quitte une voie toute tracée, heu, qui correspond bien à la société finalement, où on va, entre guillemets, «vers la facilité» aussi, vers, une vie qui économiquement est plus, est plus rémunératrice, avec plein d'avantages et de dire: «Oui, mais finalement, c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire» et d'être capable de dire: «OK, qui je suis, qui j'ai envie d'être» et de prendre ce virage et d'aller comme toi, tu l'as fait, à fond dedans, je trouve que c'est vraiment très complexe. Ouais et puis tu sais, il y avait aussi un truc, c'est que j'étais tellement insupportable à manager que de toute façon, je me suis bien rendu compte à un moment qu'il fallait que je prenne une décision et que ça allait, vraiment faire le plus grand bonheur de mes managers et de mes patrons. Ils te disent merci. Et ils me disent merci, exactement. Mais tu vois, ce qui est passionnant aussi, c'est que, moi, j'ai eu des supers expériences là, notamment dans ma boîte, juste avant de monter justement ces projets, Racing for the Oceans et Ecolux et tu vois, c'est des gens qui m'ont suivi et c'est des gens donc qui sont aujourd'hui, qui ont une grosse boîte aux Pays-Bas dans la logistique pour le e-commerce et tu vois, aujourd'hui, le big boss de cette boîte-là est au board d'Ecolux et continue de m'accompagner sur les projets et m'a financé mon début de projet, tu vois, avec un petit chèque de départ quand je suis partie et c'est génial aussi de voir que, bon, bah, voilà, ils étaient contents que je m'en aille parce que vraiment je leur Mmh. cassais vraiment trop les pieds. Mais par contre, ils étaient ravis de me suivre sur mes nouveaux projets, Ouais, quoi. c'est super. Belle continuité. À la lumière de tous ces apprentissages, est-ce que tu as peut-être une recommandation de livre? Un livre qui est important pour toi, que tu aimes lire et relire?
Alors j'ai lu un bouquin, c'est pas celui que je suis en train de lire en ce moment, mais je l'ai lu il y a quelques mois. Très, 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 très inspirant et en tout cas édifiant, sur, j qui va évidemment qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire en ce moment, mais qui est édifiant dans la crise que l'on vient de passer. Et donc ce livre s'appelle Propaganda ou comment fabriquer le consentement en démocratie, Ouais. qui est un tout petit manuel et en fait donc derrière ce titre, qui peut effectivement me mettre dans une case tout de suite de complotiste, heu, c'est un manuel quand même qui en fait, est à la base le manuel, de la pensée des relations publiques et en fait de l'avènement et de la création des relations publiques, qui a été écrit en 1928. C'est un tout petit manuel qui se lit super bien et qui est assez édifiant sur, justement les techniques utilisées et sur la manière dont nos politiques, dont les gouvernements, dont les pays aujourd'hui, sont amenés justement à établir une démocratie. Et je trouvais ça, hyper passionnant de voir, à la lumière de tout ce qui se passait aussi, dû à cette crise sanitaire, de voir un petit peu aussi comment, tu vois, pourquoi on en était là, à ce niveau-là. Et moi, j'avais du mal à comprendre justement, tu vois, d'un coup, ce mass média, cette espèce de, tu vois, de tourbillon dans lequel on est rentré, et très rapidement. Et je Mmh. t'avoue que ça a été tellement un choc, émotionnel, hein, perso, de rentrer là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé ce bouquin, qui à mon avis d'ailleurs a eu un pic de commandes, à ce moment-là. Ouais, ouais. Mais, non, non, mais, pas du tout, en tout cas pas du tout, bouquin complotiste, mais bouquin édifiant sur, la manière dont réagissent les foules par rapport à un individu. Et je conseille vraiment ce petit manuel à toute personne, voulant ne serait-ce que se cultiver un peu et en apprendre un peu plus sur la manière dont fonctionnent les relations publiques. C'est vraiment hyper intéressant, Je mettrai ça également dans les notes. carrément. Est-ce que tu as également une citation favorite, un mantra peut-être que tu te répètes régulièrement? Alors comme je dis souvent et comme je dis souvent à mes équipes, Steve Jobs est notre père à tous. Mais c'est vrai que, hem, pas pour le personnage, mais en termes de marketing et en tout cas d'inspiration, je trouve qu'il avait quand même des citations qui étaient assez percutantes. Et moi, il y en a une d'ailleurs que j'ai imprimée dans mon bureau et que je répète à mes équipes, sans arrêt et que je répète même d'ailleurs à mes clients. C'est une citation de Steve Jobs qui dit, alors tu vas me dire: «C'est un peu bateau, tu es entrepreneur, tu cites Steve Jobs», oui, bon, bah, d'accord, c'est vrai. Mais, tu vois, il dit, «Il n'y a que ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde, qui le font vraiment, en fait». Mmh. Donc tu vois, c'est vraiment tous ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils vont pouvoir changer le monde, sont potentiellement ceux qui vont y arriver. Et en fait, j'aime bien cet état d'esprit parce que quand tu commences un changement en transition durable, où oui, on commence à en parler, mais globalement, quand tu mets un peu les mains dans le cambouis, tu te rends compte que c'est vraiment des changements lourds et il faut vraiment être pionnier, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment être un peu fou pour te dire que le solide, ça va fonctionner, pour te dire que le zéro plastique, il y a d'autres solutions, C'est vrai. pour te dire que la consigne en restauration, ça va pouvoir fonctionner, ou plus de sacs poubelles, tu vois? Et un tri en circulaire. Tout ça, il faut être quand même aussi un peu taré pour le mettre en place. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, ceux qui le font et qui sont assez fous pour se dire: «On va le faire», bah, sont ceux qui aujourd'hui initient le changement et sont à la pointe aujourd'hui, tu vois, d'une expérience qui est, toute nouvelle pour nous et pour la planète. Ça te va très, très bien en tout cas comme citation. J'aime beaucoup. Marine, après toi, qui aimerais-tu, voir invité sur Hospitality Insiders pour venir, nous parler? Habituellement, c'est plutôt d'excellence de service, mais c'est vrai qu'avec toi, je trouve intéressant de parler, aussi luxe et développement durable. Donc, qui pour en parler, après toi? Et bien justement, moi je pense et je le mentionne justement dans ce podcast et je le citerai, je le mentionnerai quand on le partagera. C'est donc Clément Fabiani qui est donc Room Divisions Director du Royal Mansour à Marrakech. Mmh. Et en fait, c'est une personne avec qui j'échange depuis longtemps, qui, est donc, je pense à la pointe de ce qu'on appelle, luxe et développement durable. Oui. Puisque le Royal Mansour aujourd'hui a mis en place énormément d'actions dans leurs hôtels et dans leurs palaces pour justement allier le local, le circulaire, le développement durable, le zéro plastique parce qu'ils sont aussi évidemment sur, des standards, assez élevés. Et en fait, justement, le plastique n'a plus rien à faire dans ces établissements-là. Et ils sont en train de mettre en place aussi des écoles, tu vois, qui, promeuvent en fait cette nouvelle, vision du luxe. Et puis, tu sais, on a une signature chez Racing for the Oceans qui est, «There's no greater, luxury than sustainability», et en fait, qui veut vraiment dire ce qu'on fait au quotidien. C'est Ouais. que pour moi, il y a pas plus beau luxe que celui qui respecte, la planète et ses habitants. Donc ouais, j'aimerais bien voir, un Hospitality Insider. En plus, c'est une belle maison que le Royal Mansour, donc ce serait l'occasion de mêler, clairement l'utile à l'agréable. Génial.
Pour qui voudrait continuer cette conversation avec toi, rentrer en lien avec Ecolux ou Racing for the Oceans, quel est le meilleur moyen de te contacter? Alors il y en a 2 donc enfin il y en a plusieurs, c'est-à-dire que soit on peut me alors je suis plutôt très active sur LinkedIn, sous le nom de Marine Pesco, donc là vous allez me Mmh. retrouver, très facilement, donc Pescot. Je suis aussi disponible par mail. Alors là, tout dépend de ce que vous voulez faire. Soit vous êtes un fournisseur de produits durables et vous avez envie d'être sur Ecolux. Et donc là, c'est un mail très simple qui est marine@ecolux, donc eqolux.com. Oui, Ou sinon, évidemment, sur le site racingfortheoceans, .com, il y a, tous les contacts, la manière aussi de commander, les produits, de travailler avec nous. parfait. Donc c'est assez simple de nous retrouver. Oui, encore une fois, je mettrai toutes les notes, en bas de page, d'épisode. Génial, merci beaucoup pour, tous ces partages, toute cette, inspiration et j'aimerais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders qui est toute la petite communauté qui nous écoute et qui nous suit en ce moment, quel message serait-il? Alors tout d'abord, je voudrais te remercier Maxime, parce que je pense que c'est grâce aussi à des gens comme toi qu'on avance et qu'on essaye de faire bouger le monde. Moi, j'avais, un petit mot de la fin qui est une allez, je remets une petite citation, de d'Elon Musk, qui est, qui en fait, résume un petit peu ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. C'est: «Don't be afraid to explore new arenas». Donc, c'est vraiment ne pas, n'ayez pas peur d'aller jouer dans d'autres arènes, dans d'autres cours, et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment qu'on fasse. Il est temps de se bouger, tu vois? Moi, j'essaye de rester positive, mais il est temps que ça bouge et que ça bouge vite. Donc, j'invite effectivement tous les Hospitality Insiders et ceux qui nous écoutent aujourd'hui à, justement, nous contacter, continuer d'avancer, continuer de bouger, les lignes dans le bon sens, et ça va fonctionner. Un beau message, qui fait plaisir, plein d'énergie. Merci beaucoup Marine d'être venue faire un tour dans Hospitality Insiders et à bientôt. Merci, à bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.